Bienvenue à nous tous. Merci d'être là ce soir pour accueillir la conférence de François Laurin, de Monsieur Laurin. Bonsoir, bienvenue à la conférence de François Laurin. Bonsoir Marie. C'est très formel. Hein, c'est très très formel. Donc probablement que toutes et tous vous connaissez déjà plus ou moins François. Est-ce que c'est nécessaire de présenter François ? Toi, tu ne connais pas François, donc il faut présenter François. Moi, je ne le connais pas non plus. Donc oui, j'allais te demander qui es-tu, cher ami. Avant de te laisser parler, comme ça je te laisse parler. Je voulais juste remercier Cédric de nous avoir prêté la salle pour la conférence de ce soir. Merci pour ton oui spontané à ma demande. Avec plaisir. Et merci pour ton oui spontané aussi à ma demande de cette conférence de ce soir à Alès. Alors, pour en finir avec les remerciements, merci d'avoir organisé cette rencontre. Et merci à Cédric, que je suis très content de vous retrouver après plusieurs années où on ne s'est pas croisés. Et je disais que j'admirais sa salle et le travail qu'il a fait. Et toi, merci de nous offrir cette opportunité. Avec joie. Bon. Belle soirée à nous tous. Et merci à chacune et à chacun d'être là, parce qu'assister à une conférence, c'est jamais très drôle. Pas, sauf si c'est à la conférence d'un humoriste, mais malheureusement, c'est pas vraiment ce que je suis. Donc, je vais m'efforcer de ne pas être trop sérieux quand même. Bon, d'abord, le thème est erroné parce que diviser le monde en deux, c'est une absurdité, mais il fallait bien une porte d'entrée dans ce dont j'aimerais vous parler. Et donc, cette porte d'entrée, c'est diviser le monde en deux, le monde extérieur et le monde intérieur, comme si on pouvait les séparer, alors que c'est constamment en train de s'interpénétrer et s'inter-influencer. Mais c'est un peu de ça dont il s'agit par rapport au yoga, parce que l'Inde a été un pays très tourmenté dans l'histoire. C'est pas du tout un pays paisible, tranquille. Les royaumes, les rois se sont confrontés, affrontés, les religions aussi. Ça a été une longue histoire de conflits, donc c'est pas vraiment différent du reste du monde. Et puis pour celles et ceux qui ont été en Inde, en tout cas il y a quelques années surtout, je ne sais pas comment c'est maintenant parce que ça fait quelques années que je n'y suis pas retourné, c'est quand même un pays où beaucoup de choses s'affrontent et se confrontent, dont on n'est peut-être pas conscient quand on n'y a pas été. Et donc c'est au sein de cet univers extérieur conflictuel que le yoga a vu naissance. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de conflit, il n'y aurait pas eu de yoga non plus. Si le monde était un havre de paix, bonsoir, un lieu tranquille, personne n'aurait eu l'idée d'inventer la discipline du yoga. Donc, encore une fois, c'est le jeu des paires d'opposés, ce qu'en sanskrit on appelle des dvandvas. C'est le jeu des forces opposées qui font que l'être humain, à un moment, s'interroge s'il n'y a que ce jeu des forces opposées et au milieu de ce jeu assez douloureux, assez sanglant parfois, l'individu humain se trouve projeté dans une existence qu'en tout cas, a priori, il n'a pas choisie. Il la découvre au fur et à mesure qu'elle se déroule devant lui. Au début, peut-être pas du tout conscient de ce qui se passe, et puis au fur et à mesure, commençant à prendre sa place dans le monde extérieur et intérieur. Et c'est ce jeu-là qui a conduit certains individus, certains êtres humains depuis l'aube des temps, et pas seulement dans le yoga, à s'interroger et à essayer de voir s'il y avait une autre option que celle d'être entraîné dans ce... J'ai failli dire combat, c'est pas vraiment un combat, mais dans cette alternance d'opposés, de choses qui semblent contradictoires, paradoxales, qui ne devraient pas coexister, pourtant qui coexistent dans l'existence et qu'on rencontre à tout bout de champ dans sa vie, le succès, l'échec,
la gloire et l'infamie, le plaisir et le déplaisir, la santé et la maladie. Enfin voilà, je donne quelques exemples de paires d'opposés. Donc première chose peut-être à dire, c'est que dans le Yoga Sutra de Patanjali, donc le texte normatif, je rappelle quand même les bases parce que je ne connais pas le public, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, donc je crois qu'il faut que je donne les explications autant que possible. Le Yoga Sutra, c'est le texte de base qui donne l'enseignement du yoga, et le mot sutra signifie un fil, le fil conducteur du yoga. C'est un ouvrage relativement récent dans l'histoire de l'Inde et dans l'histoire du yoga aussi. Patanjali, l'auteur, n'est pas l'inventeur du yoga. Il est le compilateur des différents éléments qui, au cours des siècles, se sont accumulés par transmission orale, par transmission d'expérience, par transmission de pratiques, qui ont donné une sorte de corpus assez solide à l'époque de Patanjali, et lui a eu envie de condenser sous la forme de ce qu'on appelle des sutras. Donc le mot sutra lui-même signifie fil, mais il signifie aussi les perles qu'on enfile sur le fil et qui en même temps sont décoratives et en même temps cachent le fil. Donc l'étude du Yoga Sutra, c'est essayer de découvrir le fil malgré les perles ou en dépit des perles ou grâce aux perles. Je ne vois pas si parmi vous des femmes portent un collier, mais le collier il n'est pas censé montrer le fil, il est censé montrer les perles ou les diamants. Et cependant, dans le Yoga Sutra, ce qui est important, c'est le fil, ce n'est pas les perles. Donc dans cet exposé que fait Patanjali du yoga, à un moment, il est affirmé, et je vais commencer par ça parce que c'est l'aspect du yoga que la plupart d'entre nous connaissent le mieux. Patanjali introduit l'idée que la prise régulière, intelligente, appropriée, adaptée de ce qu'on appelle les asanas, les postures de yoga, vont donner comme résultat dans le cours du temps à la capacité à ne pas être dérangé ou détruit, même le terme est plus fort, ne plus être détruit par les paires d'opposés. Donc ça pourrait être une des définitions du yoga, c'est ce qui va nous permettre de traverser l'existence sans être dérangé par les paires d'opposés. Le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche, la droite, je parlais en termes politiques là par exemple, etc., etc., etc. Toutes les paires d'opposés possibles. Parce que nous sommes de petits êtres fragiles et sensibles, même si nous essayons de tuer notre sensibilité et de refuser de voir notre fragilité, fondamentalement, il n'y a pas plus sensible et plus fragile que l'être humain à l'échelle où il se situe dans la gradation des espèces. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on n'a pas d'armure, on n'a pas une mâchoire qui permet de broyer ses proies. On a juste un seul petit outil qui s'est développé au cours du temps, qui est de la nature d'une capacité à apprendre des expériences passées et à partir de cet apprentissage à prévoir ce qui pourrait se passer et en prévoyant ce qui pourrait se passer à essayer de se protéger de ce qui pourrait nous menacer et nous détruire. Et ça a grandi, ça s'est développé et aujourd'hui on est devenu l'espèce prédatrice sur cette planète la plus dangereuse pour toutes les autres espèces. Mais ça, ce n'est pas une manière de se protéger des paires d'opposés, c'est devenir soi-même un des éléments destructeurs qui sont du côté des paires d'opposés destructrices pour d'autres espèces. Et c'est pas ça que le yoga prétend proposer comme solution au fait d'être confronté à un monde extérieur plein de menaces. La menace principale aujourd'hui étant l'espèce humaine elle-même, sans doute.
c'est au contraire de développer une forme de solidité ou de stabilité intérieure qui permet de traverser l'existence sans être comme une coquille de noix sur les flots, basculer à droite, à gauche et éventuellement submergé par une vague plus forte que les autres. Et donc dans ce passage, Patanjali dit, voilà une pratique régulière, des postures de yoga, à condition qu'elles soient intelligemment mises en œuvre, à condition qu'elles soient appropriées et ajustées à la personne, est un entraînement qui va porter ses fruits à la longue et qui va donner à l'intérieur de la personne qui le fait une stabilité qui permet de confronter le monde extérieur avec toutes ses difficultés sans être sinon détruit, peut-être qu'on sera détruit à un moment ou à un autre, bien sûr, mais au moins sans être perturbé profondément par ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas la première proposition qui est faite par Patanjali par rapport à ça, mais je voulais souligner ça pour faire le lien avec les postures, les fameuses postures de yoga qui sont devenues mondialement connues, en partie à cause ou grâce au Premier ministre, M. Modi, qui a fait admettre par les instances internationales une journée de yoga, et du coup c'est devenu la vogue, la mode un peu partout de pratiquer le yoga, mais c'est uniquement postural, alors que la posture n'est qu'un élément constitutif de l'édifice que les yogis du temps passé ont construit et qui n'est pas résumé par la posture, loin de là. Donc la première chose que le yoga nous dit, c'est que la réactivité, la susceptibilité, la fragilité de l'être humain, ça n'est pas de l'extérieur qu'elle vient, c'est de sa propre manière d'être, et ce au niveau de ce que... Alors là, je vais être un peu hésitant sur le choix des termes parce que c'est pas évident à traduire. Le mot sanskrit chitta, mot à mot, ça signifie ce qui semble être conscient. Si je pose la question à chacune et à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes conscient ? Certains vont dire oui, sans hésiter, d'autres vont dire non. Et il faut les interroger. Ah bon, et comment peux-tu répondre non si tu n'es pas conscient à une question qui t'est posée? Es-tu conscient? Il faut que tu sois bien conscient du fait qu'une question t'est posée sur es-tu conscient ou pas pour pouvoir répondre non à cette question. Donc en fait, tu es conscient. Vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Donc nous sommes des êtres conscients, mais la conscience que nous avons d'être et d'être conscient est relativement à des frontières assez étroites, limitées. Limitées par nos points de vue, par notre éducation, par notre langue, par notre milieu familial, par éventuellement notre religion ou notre absence de religion. Il y a un tas de facteurs qui font que notre conscience n'est pas radicalement ouverte. Et c'est cette conscience limitée ou étriquée ou partielle que le mot chitta essaye de signifier en sanskrit. Alors, en français, les traductions disent le mental. C'est pas satisfaisant du tout, parce qu'en français, le mental, c'est les maladies mentales, le calcul mental. Il n'y a pas une entité mentale qui est signifiée dans ce qui nous vient de notre culture et de notre éducation, à part les maladies mentales, le calcul mental et des choses comme ça. On pourrait essayer d'utiliser le terme grec la psyché, le psychisme, mais là encore, c'est un terme un peu savant. Et quand je vous dis c'est votre psyché qui est le problème, je ne sais pas si ça vous parle. Mais si je vous dis c'est votre conscience telle qu'elle est actuellement, avec ses limites, qui est le problème, ça, au moins, je pense que vous pouvez l'entendre.
peut-être pas être d'accord. En tout cas, c'est comme ça que Patanjali commence. Dans le premier chapitre, il dit, voilà, telle que notre conscience fonctionne actuellement, elle est limitée, et par conséquent, les interventions qui vont advenir à la suite de l'impact de ce qui semble être le monde extérieur, les interventions de cette conscience ordinaire ne vont jamais être appropriées. Elles vont être toujours à côté de la plaque. Elles vont contribuer à aggraver la situation, à aggraver le problème, à rendre l'être humain que je suis encore plus perplexe et encore plus instable et encore plus fragile et encore plus vulnérable. Et donc, je vais avoir à rechercher constamment des formules d'évitement, des manières d'être pour me masquer les difficultés dans lesquelles je me trouve. Et donc, ce n'est pas dans cette direction-là qu'on doit chercher pour découvrir s'il existe une façon d'exister dans ce monde qui ne peut pas être changée. Ni M. Trump, ni M. Poutine, ni M. Macron, ni aucun autre grand de ce monde sur le plan politique, mais pas non plus Jésus, Bouddha, Mohamed ou Mahomet n'ont pu et ne pourraient changer le monde. Le monde, il suit sa dynamique et ses lois, et ce qui est perçu comme étant le monde extérieur, l'individu humain, aussi éveillé soit-il, n'a pas de capacité pour modifier ce monde autre que dans un périmètre extrêmement restreint. Son monde. Le monde dans lequel chacun évolue. Oui, si moi je change, peut-être que mes interactions avec les gens que je rencontre, elles vont être de nature différente. Mais ça se limite à un périmètre extrêmement restreint. Alors il y a l'idée, bien sûr, que s'il y a beaucoup de gens qui changent, peut-être que l'ensemble va changer. Ça, c'est une hypothèse. Il vaut mieux pas vivre sur des croyances ou des hypothèses. Ce qui est important, c'est de voir si réellement, en tant qu'individu humain limité, avec une conscience limitée, je peux arriver à changer au point que je peux vivre dans ce monde, quel qu'il soit, sans que le fait d'y vivre me détruise. Que je puisse garder à l'intérieur de moi-même une sorte d'axe ou de stabilité qui fait que je traverse les épreuves, éventuellement pour être détruit par l'une d'entre elles. Ça ne m'appartient pas de savoir si ça va se produire ou pas, mais au moins les épreuves que je rencontre de jour en jour, est-ce que je peux les confronter sans qu'elles me perturbe profondément. Donc ça, c'est la première affirmation, on va dire, de Patanjali, que le yoga demande de réaliser qu'il est nécessaire de faire un effort en vue de rester stable, quelles que soient les conditions, les conflits intergénérationnels, les conflits de couple, les conflits politiques, les conflits armés sous les bombes en Ukraine ou à Gaza. Est-ce que malgré des conditions extérieures ou plus proches, conflictuelles par nature, est-ce que l'être humain peut rester dans une forme de stabilité intérieure? Alors il le dit très clairement, il le dit, c'est possible, mais ça demande un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Et cet effort, il faut le faire en sachant que ça ne va pas se produire comme ça. Bon, voilà, je mets mes lunettes et à partir de maintenant, je suis stable. Ça demande une continuité
ça demande un effort qui dure dans le temps. Et cet effort doit être continu, je redis, sans interruption. Et il faut le faire pas parce qu'on est animé, par exemple, par la peur de ne pas y parvenir ou par l'espérance d'y parvenir. Il faut le faire parce que ça nous enthousiasme, parce qu'on se dit « Ah, certains ont dit que c'était possible, je n'ai pas l'intention de croire ce que les gens disent, mais j'ai l'intention d'expérimenter parce que c'est enthousiasmant, cette idée que peut-être malgré l'incohérence du monde, malgré l'agitation du monde, malgré les difficultés traversées dans cette vie terrestre, il serait possible de rester stable intérieurement. » Donc cet enthousiasme, cette, on pourrait presque dire passion de la recherche, de l'expérimentation, sont nécessaires dans cet effort, sinon cet effort est vain. Et il ajoute aussi, Patanjali, il ajoute que le fait que ça doit être fait avec respect. Parce que la vie n'est pas, comme chacun d'entre nous le sait, un long fleuve tranquille, et que, quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes, je suis, chacun d'entre nous peut se le dire, je suis, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère en disant bon, ben, on verra bien. Ça demande un certain respect pour d'abord la beauté de la vie, la profondeur de ce que ça implique d'être vivant et d'être conscient, même si la conscience est limitée. Et donc ça demande que cet effort soit fait avec respect. Et respect, ça implique aussi le respect pour ce qui a été transmis. Parce que ce qui a été transmis, c'est à l'époque, c'était pas pour faire de la publicité et avoir un centre de yoga plus fréquenté qu'un autre centre de yoga, ou de représenter une forme de yoga qui serait plus valable qu'une autre forme de yoga. C'était transmis par souci de permettre aux personnes humaines qui s'en sentent la capacité et le désir de cheminer dans cette direction. Donc, la personne qui a transmis ces informations et ces enseignements l'a fait par respect pour le futur de l'humanité, mais pas pour le futur de l'ensemble de l'humanité, pour le futur de l'humanité, de celles et ceux qui se sentent concernés par ce genre d'enseignement. Et à partir du moment où on se sent aujourd'hui concerné par ce genre d'enseignement, on ne peut pas l'aborder autrement qu'avec un profond respect. Et c'est seulement à ces conditions-là que cet effort peut aboutir, à condition que, et c'est là le problème, ça soit conjointement avec la prise de conscience du danger de ce qu'on appelle raga en sanskrit. Alors, le mot raga, que vous connaissez sûrement au moins par la musique de l'Inde, si vous avez été un peu intéressé par l'Inde, le raga dans la musique, c'est une coloration qui donne, par la combinaison des notes, un impact sur l'auditeur qui va créer telle ou telle forme d'émotion, la tristesse, la joie, l'envie, voilà, d'autres exemples sûrement, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit maintenant. C'est-à-dire une coloration qui fait que inconsciemment l'être humain va chercher à renouveler l'expérience agréable de voir naître en soi un sentiment, par exemple, de chagrin, mais c'est pas un chagrin triste, c'est un chagrin nourrissant. Dans la musique, c'est une nostalgie, c'est un sentiment d'incomplétude qui donne envie de découvrir une complétude. Je parle des ragas nostalgiques ou tristes, ou inversement,
si on sent frétiller en soi une joie immense, eh bien, on va avoir envie de renouveler cette expérience. Donc le mot raga va venir ensuite signifier quelque chose de la nature du désir. Et avec cet effort en direction de la stabilité, ce que Patanjali souligne comme nécessaire, c'est de découvrir une forme d'absence de désir. Et là, ça commence à être moins agréable comme idée, fondamentalement. Parce que, comme la psychanalyse le souligne, nous sommes des êtres de désir et nous avons le sentiment que notre existence n'a pour signification goûteuse que de désirer, de satisfaire le désir, et puis le désir étant satisfait, de désirer autre chose, et que finalement, à la longue, peut-être, on se rend compte que de désir en désir, on est comme un écureuil dans une cage qui court après sa queue, parce que finalement, on n'arrive jamais à l'attraper. La satisfaction réelle. Donc le vairagya, le terme utilisé, qui doit être combiné à cet effort en direction de la stabilité, et le terme utilisé là, c'est abhyasa. Abhyasa, c'est cet exercice qui consiste à faire effort, à rester stable malgré les circonstances, quelles qu'elles soient. Mot à mot, ça signifie un mouvement de retour vers l'être. Le verbe as, en sanskrit, signifie être. Et il y a deux verbes en sanskrit qui signifient être. Il y a as, c'est l'être qui, alors, immuable, éternel, sans commencement, sans fin, sans changement. C'est la catégorie as. Et la catégorie bou, c'est être en devenir, en mouvement, en changement. Et les anciens considéraient, et ce n'est pas trop le cas des occidentaux, mais en tout cas les anciens en Orient considéraient, chez les Grecs aussi d'ailleurs, avec l'ataraxie, Parménide et d'autres philosophes grecs, considéraient que ce qui change, c'est pas satisfaisant, parce qu'il n'y a pas de fin au changement. Donc, ce qui est satisfaisant, c'est de trouver quelque chose qui soit éternellement stable. Et donc, le abhyas, c'est une tentative de retourner vers l'être immuable. Cet être immuable, le retour vers cet être immuable, le mot abhi, qui signifie un mouvement de retour, signifie aussi un mouvement qui rencontre des difficultés ou des obstacles. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que Patanjali insiste sur le fait que cet effort, pour rester stable, il faut qu'il dure longtemps, il faut qu'il soit continu, il ne faut pas qu'il y ait des motivations égocentrées, il faut que ça soit un enthousiasme, une passion qui porte, et il faut que ça soit fait avec respect, tout ce que j'ai dit jusque-là. Mais le abhyasa sans vairagam ne suffit pas. Et le vairagam sans abhyasa ne suffit pas. C'est les deux ensembles qui sont proposés fondamentalement comme étant, alors qu'est-ce que j'ai envie de dire, pas les deux béquilles, ça serait un peu les deux soutiens ou les deux supports du yoga par lesquels on est invité à commencer l'exploration qu'on appelle yoga, à son niveau, avec ses moyens propres, avec son intelligence spécifique, différente d'un individu à l'autre. On n'est pas nés égaux. L'égalité n'existe pas dans la nature. L'égalité existe dans les lois humaines qui essayent de l'imposer. Mais la nature n'est pas égalitaire. La nature est inégalitaire. Sinon, on serait tous Mozart, tous Beethoven, tous Einstein, tous ce qui vous voulez. Bon, je ne vais pas dire ce qui pourrait choquer les sensibilités de certains, mais on serait tous des yogis, par exemple. Non. Donc, il faut partir de là où on est. En termes de détachement ou de non-attachement, si je traduis comme ça Vairagam,
et en termes d'effort de stabilité. Alors, peut-être que quand j'aurai terminé, vous reviendrez sur cette question de la stabilité et de quel serait le cheminement possible vers la stabilité, parce que c'est une question qu'on a le droit de se poser et que Patanjali n'offre pas concrètement, directement, des propositions. Il les propose plus loin, mais sans vraiment faire le lien avec cette idée de stabilité. Mais j'en ai cité un, la posture. Dans la mesure où la posture va conduire par sa pratique régulière à une capacité à confronter les paires d'opposés sans être réellement perturbé par ces paires d'opposés ou sans être détruit par ces paires d'opposés. Un autre moyen, bien sûr, qui est indiqué, c'est le pranayama, c'est-à-dire l'introduction d'une fine conscience du mouvement du souffle, et y compris avec des interventions délibérées sur le souffle, pour devenir de plus en plus conscient de la manière dont le souffle, qui est de l'énergie, circule dans le corps, parce qu'à ce moment-là, admettons que l'un d'entre vous me dise « mais tout ce que tu racontes, c'est du chinois, c'est de l'hébreu, c'est du sanskrit, c'est ce que tu veux, mais j'y comprends rien ». Si j'ai une pratique de pranayama et que je vois naître en moi une crispation, parce que c'est comme de la part de la personne qui parle une forme d'agression, ce léger surgissement d'une réaction est vu immédiatement et par conséquent, elle n'a pas lieu de se développer et par conséquent, je vais pouvoir entendre ce que la personne dit et ne pas réagir comme je réagirais si je n'étais pas conscient de l'émergence de cette sensation. Et par conséquent, je vais pouvoir engager un dialogue où je ne vais pas ni me sentir blessé et attaqué, ni en retour entrer dans l'art de la personne qui m'a dit quelque chose qui peut être comme une critique, comme quelque chose qui me remet en question. Donc il y a un processus à travers des pratiques qui sont éminemment corporelles et énergétiques, une manière de développer en soi une autre façon de réagir dans l'existence que celle qui était présente avant d'avoir exercé ces pratiques. Alors, ça me fait sourire et en même temps beaucoup regretter une chose que j'ai dite un jour à Deshikachar, mon professeur. Un jour, je lui ai dit, mais le yoga que vous enseignez, je vois vraiment pas le rapport avec ce dont parlent les textes, la libération, le fait d'aller au-delà des réactions de la conscience individuelle limitée. Je vois pas en quoi ça peut conduire à ça. Et il avait souri à ce moment-là, il m'avait dit, vous verrez. Et effectivement, je vois. Je vois aujourd'hui que l'individu que je suis, vous voyez que je bouge beaucoup, très nerveux au départ, il y a quelque chose qui s'est stabilisé, quelque chose qui est capable de ne pas réagir avec la même immédiateté aux éléments qui autrefois perturbaient, créaient de la peur, créaient de l'angoisse, créaient de l'énervement, créaient de la colère, créaient de l'agitation. Je n'en suis pas totalement indemne, mais je vois la différence. Je vois le point de départ et je vois où j'en suis aujourd'hui. Donc je sais, par expérience, qu'il y a du vrai. Je n'ai pas en vain pratiqué toutes ces années. Je peux témoigner de cela. Mais ce témoignage va vous servir à rien. Sinon à vous dire, tiens, bah, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience soi-même et de voir si oui ou non ça fonctionne pour soi. Donc c'est un peu un pari pascalien. Il faut parier que oui, mais pas que non, parce que si vous pariez que non, c'est même pas la peine d'essayer. Donc ça demande qu'il y a une sorte de pressentiment que quelque chose comme la paix intérieure, que rien ne puisse perturber, c'est impossible. C'est impossible, pas impossible, hein. C'est du domaine du possible.
S'il n'y a pas ce pressentiment, peut-être vous allez pratiquer le yoga pour être plus souple ou plus résistant ou moins mal au dos ou mieux dormir ou une motivation tout à fait respectable qu'il n'y a aucune raison de critiquer, qui ont leur valeur au niveau où elles se situent. Mais ça n'est même pas encore mettre le petit doigt dans l'engrenage du yoga, c'est juste utiliser des outils du yoga pour améliorer un peu son quotidien, être un peu moins mal, être un peu mieux. Mais ça ne va pas aller dans le sens de ce que le yoga fondamentalement propose. Alors je vais essayer de le résumer le plus simplement possible. À moins que vous ayez déjà des questions, hein, n'hésitez pas à dire j'ai une question, parce que sinon elle risque de se perdre dans les méandres de cette conférence, donc n'hésitez pas. Mais si j'essaye d'exprimer l'essentiel du yoga, il y a le terme liberté qui vient, il y a le terme ouverture, il y a le terme développement d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est voir des relations et des rapports entre les choses que la plupart des gens ne voient pas. L'intelligence artificielle est mal nommée de ce point de vue-là. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'être humain est intelligent. Il peut voir des rapports entre des choses qu'un ordinateur ne peut pas voir. Et le yoga prétend développer l'intelligence. L'intelligence n'est pas une donnée égalitaire non plus. On n'est pas tous avec la même capacité de faire des liens entre les choses, d'établir des relations entre les choses. Mais à partir du moment où on commence à devenir conscient, tiens, cette personne a dit cette chose, je sens immédiatement cette chose dans mon corps. Tiens, cette personne m'a fait un sourire, je sens immédiatement quelque chose qui s'ouvre en moi. Bon, ça, c'est des choses que tout le monde vit. Mais au fur et à mesure que se développe une intimité avec la réactivité et l'intelligence du corps, parce que le corps est intelligent, et qu'on se met de plus en plus à l'écoute du corps, et c'est quand même la fonction des postures et la fonction de la respiration consciente, alors on commence à voir des actions extérieures et les conséquences intérieures. On voit des réactions intérieures avec des actions vers l'extérieur et les conséquences qui en découlent, et on commence à ouvrir son intelligence. Car dans le yoga, le corps physique, on peut considérer que c'est un véhicule. Et peu importe si c'est une 2 chevaux ou une Ferrari. Il y a autant d'avantages d'être dans une 2 chevaux que d'être dans une Ferrari, parce que chaque type de véhicule a ses avantages et ses inconvénients. Donc le corps avec ses limites, plutôt 2 chevaux, ou le corps très performant, plutôt la Ferrari, c'est un véhicule. La pensée, c'est un outil. Cet outil, on peut le peaufiner. On peut développer l'outil conceptuel, et ça, l'être humain sait faire. Ensuite, il y a l'énergie. L'énergie, au départ, on la reçoit, un peu comme dans la médecine chinoise. Il y a l'idée dans l'Ayurveda et dans le yoga qu'on reçoit une quantité d'énergie qu'on peut soit dilapider, soit préserver. Alors il y a les écoles qui sont plutôt influencées d'ailleurs par la théosophie et l'Occident, finalement, qui disent on peut
augmenter l'énergie, c'est pas ce qu'on entend dans le monde du yoga traditionnel. Dans le monde du yoga traditionnel, ce qui est dit, c'est en tout cas comme ça qu'on me l'a enseigné, c'est qu'on accumule des impuretés. À travers la pratique du yoga, on diminue ces impuretés et à ce moment-là, l'énergie qui est disponible devient beaucoup plus libre pour circuler à l'intérieur des différents corps qui constituent l'être humain. Et à ce moment-là, on a le sentiment d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'on en avait avant. Mais ce n'est pas qu'on a pris de l'énergie, c'est simplement qu'on a libéré l'énergie qui était prisonnière des comportements, de l'alimentation, de la manière de penser erronée. On retrouve l'énergie originelle. Et il y a dans l'être humain, dans la hiérarchie des différents étages que décrit le yoga, il y a une fonction. Et là, je vais peut-être vous choquer. La fonction, c'est l'ego, c'est moi, c'est le personnage, c'est l'identité, c'est le rôle qu'on tient dans la société, c'est le fait d'être un fils ou un père, un professeur ou un élève, enfin, c'est ce qui constitue l'identité sociale, familiale, professionnelle, c'est une fonction. C'est pas notre identité. Ça fait partie d'une fonction nécessaire pour vivre dans l'existence telle qu'elle est dans l'incarnation sur cette planète. Et cette fonction, elle peut être pervertie, elle peut prendre des dimensions maladives, ou elle peut être tenue à sa juste place, simplement une fonction. Mais au-dessus de cela, ce que le yoga appelle soit le asmita klesha, l'ego déséquilibré, soit la vraie forme de l'ego, l'asmita rupa, l'ego équilibré, mais au-dessus et au-delà de cette fonction, il y a ce que le yoga appelle la buddhi. Alors, la buddhi, Bouddha, c'est la racine qui a donné le mot Bouddha. Vous savez, le Bouddha, c'est l'éveillé. Donc, Bouddha, c'est s'éveiller, et la buddhi, c'est la fonction d'éveil, c'est-à-dire la fonction d'intelligence qui fait qu'on commence à voir les choses autrement qu'on les a vues, parce que nos parents nous ont dit que, voilà, le Père Noël existe, il faut gagner sa vie, pour ça tu seras médecin, ou tu seras notaire, ou tu seras cantonnier, peu importe. Il faut bien se comporter avec sa femme, il faut mal se comporter avec les femmes, enfin tout ce qui nous a été indiqué dans notre conditionnement familial et social, et on commence à voir les choses autrement. Parce que cette fonction qui est présente dans chaque être humain, mais plus ou moins endormi, plus ou moins éveillé, commence à se réveiller et à fonctionner de plus en plus profondément, et donc à voir de plus en plus loin dans la nature des choses et de soi-même. Donc là, si je parle à un premier niveau, l'objectif du yoga, c'est d'éveiller l'intelligence. Il y a un livre de Krishnamurti qui s'appelle L'éveil de l'intelligence. Quand je l'ai vu pour la première fois, ce titre, ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ce dont parle le yoga. La buddhi, c'est l'élément le plus important dans l'être humain. Si la buddhi n'est pas claire, tout le reste va à volo. On peut être bossu, amputé, paralytique, bègue, muet, aveugle, j'utilise des vieux termes, pas non-voyant, etc. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est est-ce que l'intelligence est éveillée ou elle dort. Ce qui est grave, c'est quand elle dort. Ce qui est important, c'est qu'elle s'éveille. Ça serait le premier niveau que propose le yoga comme direction qu'il faut atteindre. Mais ce n'est pas suffisant. L'intelligence n'est qu'une fonction aussi. Elle est ce qui va permettre ou pas de découvrir qui nous sommes vraiment, chacun d'entre nous. Est-ce qu'il existe vraiment en chacun d'entre nous une dimension qui coexiste avec l'éternel, l'immuable, le sans commencement et le sans fin et le sans limite?
Et c'est cela l'objectif du yoga, fondamentalement. Que les hindous appellent moksha, la libération, que les bouddhistes appellent nirvana, l'extinction des souffles, peu importe. Je suis un peu parti loin du monde extérieur. Est-ce qu'il y a un lien entre cette libération et le monde extérieur? Le monde extérieur d'aujourd'hui, de maintenant? De maintenant. Le monde extérieur d'aujourd'hui, de maintenant, il est bâti sur le désir. Et justement, ce serait intéressant de revenir sur le non-désir. C'est, à mon avis, une articulation fondamentale. Une bonne articulation. Oui. Alors, le non-désir naît de la conscience que l'on développe, ou de l'intelligence que l'on développe, peut-être ça serait plus juste, de la nature insatisfaisante du plaisir. Parce que le plaisir, alors, Eric qui est ici nous a offert une boîte de chocolat. Elle n'est pas encore terminée. On a résisté. Parce que voilà, le plaisir, c'est un chocolat. J'en ai mangé un avant d'arriver quand même pour rendre hommage au cadeau. Mais la tentation, c'était d'en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Donc le désir est un facteur qui s'auto-alimente. Et tout ce qui s'auto-alimente conduit à une dépendance. Même si ce n'est pas une dépendance comme une drogue, l'héroïne ou autre, la cocaïne ou je ne sais quoi. La dépendance, c'est le contraire de la liberté. Donc s'il y a une aspiration à la liberté, au fait de ne pas être dépendant de croyances, d'idées, de comportements, de manière de voir, le désir n'est pas un facteur de libération. Et c'est à partir du moment où on prend conscience de ça que quelque chose bascule. Alors, le non-désir ne veut pas dire le refus de ce que la vie nous donne. Si la vie nous offre, sans qu'on le demande, quelque chose qui est vécu comme agréable par ce véhicule qui est le corps, parce que c'est quand même beaucoup le corps qui est en jeu dans le désir, hein. Des désirs purement conceptuel, il faut être philosophe, il faut être mathématicien, c'est quand même pas la majorité des êtres humains qui sont sur ce registre-là. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non. Le désir, c'est probablement la clé qui a permis à l'homme d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le désir d'aller manger l'herbe chez le voisin parce qu'elle est plus verte, le désir, alors c'est marrant parce que ça a été récupéré, le désir d'être, l'insatisfaction d'être soi et le désir d'être un autre. Oui. Ça a été découvert entre guillemets par les philosophes, c'est vrai, mais on lui a donné un nom tout à fait banal, enfin banal non, parce que c'est le nom d'une femme. On l'appelait bovarisme au 19e. Et en fait, on a essayé de... Donc on a rangé ça dans la psychiatrie, parce que c'était un problème psychiatrique. Et on s'aperçoit aujourd'hui, enfin récemment, dans les années 70-80, on s'est aperçu qu'en fait, c'est une des clés qui permet de faire fonctionner l'ego. Faire fonctionner l'ego. L'ego. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire Madame Bovary, le mal dont elle souffrait, c'est de ne pas vouloir être ce que la vie avait fait d'elle, c'est-à-dire une fille de fermière, mais d'être une dame. C'était son problème. Mais ce problème-là, il est pas seulement pour les femmes, il est pour tout le monde. Bien sûr, mais bien sûr, mais donc là, tu vas dans le sens de ce que je suis en train de dire, pas dans le sens contraire. Oui, mais c'est pas la spécialité des philosophes. C'est vraiment un des mots les mieux distribués. Le désir. Le désir. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que alors pour aller un petit peu plus loin dans la description de ce que dit le yoga par rapport à ça, dans le second chapitre du Yoga Sutra, il est dit qu'il y a en chaque être humain, et c'est pas quelque chose qu'il a choisi, c'est la situation naturelle de toute créature sur cette planète et sans doute ailleurs aussi, qu'il y a une méconnaissance fondamentale.
le terme sanskrit c'est avidya, l'absence de vidya, l'absence de connaissance réelle, pas la connaissance intellectuelle, hein, pas la connaissance, le savoir. Et de ce fait, l'être humain a un ego, je ne sais plus quel est le terme que j'ai employé tout à l'heure, perverti, inadéquat en tout cas. La fonction égoïque n'est pas limitée à être une interface avec les autres, qui serait une interface, une relation avec les autres, justement pas fondée sur le désir de pouvoir, le désir de possession, qui serait simplement une interaction entre égaux, pas E-G-O-S, mais E-G-A-U-X, que l'homme et la femme soient égaux, que l'adulte et l'enfant soient égaux, que l'être humain et les autres créatures vivantes soient égaux, soient considérés sur le même plan. Ça, c'est un ego bien calibré. Mais l'ego mal calibré cherche à obtenir une domination pour se rassurer, pour ne pas regarder le néant qui le constitue, parce qu'en fait, cet ego mal positionné, c'est simplement une fonction qui est allée de travers. Il n'y a pas de substance réelle. Alors, là, ce qui est important, c'est le regard que l'on peut porter en soi-même sur qu'est-ce que l'ego. Quand je dis moi, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je palpe? Si je dis, voilà, ça, mes cuisses, c'est moi. Bien entendu, c'est absurde. Le moi qui dit ces cuisses, c'est moi, je sens bien que ce moi-là, c'est pas les cuisses. C'est quelque chose qui semble habiter dans la structure corporelle et qui s'intitule moi. Mais il faut aller plus avant dans cette quête de qu'est-ce que moi, pour s'apercevoir que moi, c'est un conglomérat ou une combinaison de mémoires qui sont de toute nature, mais en particulier des mémoires de blessures, des mémoires d'agression, des mémoires aussi de plaisir et de satisfaction, mais qu'il n'y a pas de substance concrète qui pourrait être qualifiée comme étant moi. Quand vous vous regardez dans un miroir, moi j'en ai un, mais il est loin, je ne me vois pas, je vois vos têtes. Je vois un visage. Et ce visage, on m'a appris à dire, ça c'est toi, donc c'est moi. Non, c'est le visage, c'est les expressions d'une partie particulière d'un véhicule qui ressemble en gros à l'avant d'une Ferrari ou d'une 2 chevaux, suivant le type de visage que j'ai, mais c'est pas différent, c'est juste une apparence. Et quand on regarde plus avant, qu'est-ce que c'est que le corps? Dans ce corps, il y a des pensées, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des mouvements d'énergie, mais il n'y a pas un moi solide, concret, sur lequel qu'on pourrait désigner avec le doigt en disant « ça c'est le moi ». C'est plutôt comme une image virtuelle sur l'écran de l'ordinateur. Quand l'écran fonctionne, il y a une image. Alors, ça peut être l'image de mon chat, ça peut être l'image de Jésus-Christ, ça peut être l'image de Patanjali, chacun va y mettre une image différente, mais ça n'est qu'une image. Par contre, plus profondément, il y a bien quelque chose qui est conscient de cette image. Et ce quelque chose qui est conscient de cette image, c'est ce que chacun de nous est. Mais ce quelque chose qui est conscient de cette image, immédiatement on dit « moi ». On devrait dire « je », c'est différent. Dans un sens, « je » est plus approprié pour parler de cette conscience qui est à l'œuvre en soi que « moi ». Et cette nuance, peut-être, je ne sais pas si vous la saisissez. Je ne suis même pas sûr de la saisir moi-même, d'ailleurs, parfois. Je l'oublie. La différence, elle existe en français, pas dans toutes les langues, d'ailleurs. Tu peux parler un peu plus fort? La différence entre moi et je existe en français, mais pas nécessairement dans toutes les langues. Peut-être pas, je ne sais pas. En anglais, ça existe. I and me. Oui, il y a d'autres langues. En sanskrit, aham et asmi. Alors, aham, je,
Et asmi, je suis. Mais ce n'est pas vraiment la notion de moi. Là, c'est l'asmita qui veut dire moi. Asmita. Asmita, c'est comme si c'était je suis en sanskrit. J'ai l'impression que moi, c'est ce que je suis. Mais c'est différent de je suis. Moi est une image. Je suis est une perception directe du fait d'être. Et pour que cette perception directe du fait d'être existe, c'est que cet être est conscient. Il y a conscience. S'il n'y avait pas conscience, on ne pourrait pas dire je suis. Donc c'est ça le fondement de toute la culture de l'Inde, c'est que la réalité, elle est consciente, et quand elle se découvre être et conscience, elle est remplie d'une félicité ou d'une joie sans limite, sans cause. Sat Chit Ananda, ça c'est la formule classique. On ne la trouve pas dans le yoga, cette formule, mais elle y existe implicitement, parce que dans la culture de l'Inde, aucun élément n'est séparé. La musique oriente dans cette direction. La danse oriente dans cette direction. La direction de ce qui est au-delà des apparences, la réalité, dont la nature est d'être conscience. Et pure conscience. Pure étant le terme utilisé pour le distinguer de la conscience limitée que nous croyons être notre conscience individuelle séparée, qui n'est qu'un reflet de cette conscience. Mais en tant que reflet, elle a son utilité, elle a sa fonction, elle a sa place aussi. Donc le désir, oui. J'ai pas fini d'ailleurs, j'avais commencé à dire que le fait du non-attachement n'implique pas l'ascétisme, le refus de ce que la vie nous offre. Le non-attachement implique qu'on laisse passer les choses qui viennent, qui adviennent, qui arrivent, que ça soit le plaisir fugitif ou que ça soit la souffrance fugitive, car tout est fugitif dans le monde du devenir. On ne peut pas faire autrement que de lui dire oui. Si on dit non à quelque chose, c'est ça l'attachement. C'est l'attachement au sentiment qu'on est un personnage qui peut dire oui ou qui peut dire non à ce qui est. Alors qu'en fait, on ne peut pas dire non à ce qui est, on ne peut que dire oui à ce qui est. À ce qui se présente d'instant en instant dans la vie, tel que ça se présente, malgré tous les efforts que l'on fait pour que ça soit autrement. Moi, je désire être Donald Trump. C'est mon désir le plus cher. Ah oui, je peux te rhabiller, hein. Ça ne sera jamais comme lui. Aussi talentueux pour mener la barque dans les abîmes, les profondeurs. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui mène le monde aujourd'hui. Eh oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Si c'est ce qui mène le monde aujourd'hui, c'est ce qui doit être ce qui se produit malgré moi, malgré toi, malgré quiconque penserait que ça serait mieux que ça soit autrement. Le problème, c'est la comparaison, en fait. La comparaison. On a tendance à rechercher, on se compare en permanence avec l'autre. Oui. Et c'est de là que vient le problème de perception, d'insatisfaction de perception de soi, et l'oubli de l'être essentiel. Essentiel, voilà. Oui, mais la comparaison, c'est encore une fois un instrument. Si l'être humain n'avait pas été capable de comparer entre le petit et le grand, le gros et le maigre, le haut et le bas, la gauche et la droite, il n'aurait pas maîtrisé le monde comme il l'a maîtrisé, avec toutes les conséquences négatives que ça implique. Donc, ici, la comparaison, si elle n'est pas au service de l'intelligence, elle est dangereuse.
c'est la comparaison de deux non-entités. Moi, non-entité qui croit être ce personnage, me compare à cette non-entité qui est Donald Trump, qui est un non-personnage, et je me dis, ah, comme j'aimerais être comme lui. C'est caricatural, hein, je fais exprès. J'aurais pu choisir un modèle beaucoup plus, comment dire, goûteux à vos yeux que Donald Trump, mais je fais exprès de choisir Donald Trump. C'est comparer un fantôme à un autre fantôme. C'est ça que nous avons beaucoup de mal à admettre, c'est que l'entité psychologique à laquelle nous croyons dur comme fer n'est qu'un fantôme, n'a pas de densité, ça n'est qu'une fonction. C'est-à-dire, de la même façon que vous n'allez pas vous identifier à la fonction calculatrice sur l'ordinateur où vous faites vos opérations pour arriver à un chiffre, on ne devrait pas s'identifier à la fonction ego. La fonction ego n'est qu'une fonction de connexion avec les autres, mais cette connexion est viciée à partir du moment où on attribue une valeur fondamentale à l'ego comme étant moi. Moi, la réalité de ce que je suis. Non, la réalité de ce que je suis, c'est cette conscience qui voit le moi à l'œuvre, dans toutes ses péripéties, dans toutes ses mesquineries, dans toutes ses incapacités à aller au-delà des blessures qu'il a subies dans l'enfance, soi-disant, il n'y a rien de supérieur à la blessure pour construire quelqu'un. Il faut cesser de se lamenter sur ces blessures, parce que ces blessures nous construisent, nous donnent une perception et une sensibilité qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été blessé, par exemple, en tant qu'ego. Ça nous permet d'écouter la blessure des autres. Ça nous permet d'entendre la blessure des autres. Ça nous permet de ne pas justement juger l'autre en disant il n'est pas résilient, pour prendre un terme à la mode. Enfin, donc voilà, tout ça, je pense que c'est important de voir que ce que le yoga cherche à nous faire voir, c'est que nous ne sommes pas ce personnage fictif. Donc il faut d'abord voir le côté fictif du personnage, et que ceux-là qui voient le personnage, c'est ce que nous sommes vraiment. Ceux-là qui entendent les paroles qui sont prononcées maintenant, c'est pas le moi-je, parce que sinon vous réagissez à partir de votre conditionnement, mais si vous écoutez vraiment, ceux qui écoutent vraiment, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on parle souvent de présence, d'attention, awareness en anglais, parce que le signe de la réalité de ce que l'on est, c'est la capacité à être présent et ouvert et à l'écoute, sans réactivité et sans comparaison et sans jugement. Parce que c'est ça la nature de la conscience. C'est pour ça qu'en Inde, il la compare, la conscience, à l'élément le plus subtil qui est perceptible par nos sens. Et cet élément le plus subtil qui est perceptible par nos sens, c'est l'espace. Donc là, dans cette pièce, l'espace est enfermé. Hein? Mais l'espace reste l'espace. Dans cette pièce, pas différent de l'espace à l'extérieur. C'est juste un moment de l'histoire de l'espace qu'il est enfermé dans cette pièce. Et il ne faut pas confondre l'espace avec l'atmosphère. L'atmosphère va être polluée. Si on continue encore 1 heure sans ouvrir les fenêtres, on va commencer à s'asphyxier parce qu'on est tous en train de respirer dans un espace confiné. Mais l'espace lui-même, il s'en fout. Il accepte aussi bien les femmes que les hommes, les grands que les petits, les intelligents que les idiots, les chaises que les tables, la moquette que le plafond, les limites. L'espace n'est pas affecté par ce qui semble le limiter, mais c'est une semblance de limitation. Et de la même façon, la conscience qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous et qui n'est pas l'ego, cette conscience semble être limitée par les limites du corps, de la pensée, de la mémoire, de l'histoire personnelle de ce fantôme qu'est l'ego, mais en fait est libre, aussi libre que l'espace à l'extérieur. Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup, je disais à Philippe et à Jacine quand on venait en voiture, j'aime beaucoup la parole du grand maître soufi Rumi, qui disait « Ne crois pas que tu es une goutte dans l'océan, tu es la totalité de l'océan dans une goutte. »
Chacun d'entre nous est une goutte, mais nous contenons la totalité de l'océan. Chacun d'entre nous contient ce qui semble être une goutte de conscience, mais cette goutte de conscience est la totalité de la conscience. C'est comme ça, en tout cas, que on doit pouvoir peut-être approcher l'idée de libération, parce que je me suis un peu éloigné là de ce que Patanjali a choisi comme cadre philosophique au yoga. Il a choisi le cadre du Sankhya, qui est une autre approche, qui me semble intéressante, mais en même temps limitée. Et donc ce que je suis en train de vous développer là, c'est plus le cadre du Vedanta, mais en Inde, on ne sépare pas les choses. Hein. Il n'y a pas « Ah, le yoga est comme ci, et le Vedanta est comme ça, et c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. » Non, 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 pas du tout. C'est simplement ce qu'on appelle des darshanam, des points de vue. Donc là, maintenant, je vais changer de point de vue. Marie, tu veux continuer la conférence? Je voudrais être spectateur. Je voudrais changer de point de vue. Mais tu es le spectateur de moi, là. Voilà. C'est pas pareil. Dès que tu es assise là et que moi je suis assis là, c'est deux points de vue différents. Et si j'arrive maintenant à me dire bon, j'en ai marre de parler, vous n'allez pas être content. Ah oui, ça me fait penser à une chose, c'est que Marie m'a demandé de parler de ça. Je ne sais pas si c'est le moment. Après. Voilà. C'était peut-être un peu une fin d'exposé. Mais il me semble que nous avons un point de repère indéniable, quotidiennement présent, qui devrait nous faire nous interroger sur le mystère de l'absence de moi quotidien, et que cette absence de moi quotidien, quand on en sort, on est totalement ragaillardi. Et on est prêt à repartir, sauf si on est déprimé, bien sûr, ou angoissé. Mais quand on se réveille le matin et qu'on a bien dormi, eh bien, le souvenir que l'on a d'avoir bien dormi, c'est le souvenir de ne pas avoir été là. Il n'y a pas d'ego dans le sommeil profond. Il y a un ego dans le rêve. Dans le rêve, je suis bien le rêveur, ou je suis même un personnage dans le rêve. Je, moi, l'ego, hein, je suis le personnage dans le rêve, ou je suis conscient d'être moi qui rêve le rêve. C'est déjà un degré de lucidité que tout le monde n'a pas d'ailleurs. Mais dans le sommeil profond, rien, personne. Et pourtant, l'être n'a pas disparu, puisque le matin, frais et dispo, il se réveille avec le souvenir de n'avoir été rien, mais aussi avec le souvenir qui revient, je suis cette personne-là. Néanmoins, c'est un signe, c'est indicateur qu'il y a quelque chose qui continue à être en l'absence de moi. Et ce quelque chose qui continue à être dans l'absence de moi, dans le sommeil profond, pourquoi ne pourrait-il pas continuer avec, moins de commisération sur soi-même, moins de préoccupation sur soi-même, simplement en se replaçant comme une fonction, moi-fonction, libéré du poids de l'histoire, libéré du passé, libéré aussi du futur, parce que le futur n'existe pas, ou en tout cas s'il existe, je n'y ai pas accès en tant que conscience limitée, et le passé n'existe pas, puisqu'il a été, mais il n'est plus, il n'y a que des images du passé, et donc, d'une certaine façon, à partir de ce moment-là, la conscience que je suis peut vivre pleinement dans le maintenant, et le maintenant, c'est pas la même chose que le moment présent, le maintenant, c'est l'éternité, c'est quelque chose qui est hors du temps, c'est quelque chose qui n'a pas la catégorie passé, présent, futur, le maintenant, avec le mot avec lequel commence le Yoga Sutra. Maintenant, l'enseignement du yoga. Maintenant, c'est-à-dire pas demain, pas hier, et pas non plus l'instant présent, parce que l'instant présent, on ne peut jamais le saisir.
il est parti avant même qu'on ait eu le temps de le concevoir ou de le regarder. Donc le maintenant, le mot maintenant, ata, ne signifie pas l'instant présent, il signifie l'éternité, il signifie le hors du temps. Le temps est créé par la pensée de ce point de vue-là. Le temps est créé par la combinaison de l'observation des changements dans les formes, les phénomènes, les individus, cheveux gris, cheveux blancs, etc., tous les changements qui interviennent, ça donne une notion que la pensée interprète comme étant le temps. Et il y a bien quelque chose qui s'écoule dans le temps, de ce point de vue-là. Mais nous vivons constamment dans un temps fabriqué, le temps du passé, le temps du futur, qui ni l'un ni l'autre n'existe. Il n'y a que l'éternité du temps, du maintenant, de cette conscience de ce qui est maintenant. Et c'est aussi ce à quoi le yoga nous invite. Et je terminerai avec ça. Oui, alors ce petit livre, pour en parler, ça a été édité par l'association qui s'appelle Yosoli, c'est-à-dire Yoga Souffle de Liberté, c'est plus joli en entier qu'en... Et c'est un livre qu'on avait publié il y a des années, qui est d'un auteur qui s'appelle Ramaswamy, qui a été un élève direct de Krishnamacharya et qui résume un peu l'essentiel du yoga de Patanjali tel qu'il est interprété et enseigné à l'époque par Krishnamacharya. Ramaswamy n'a jamais été un élève de Desikachar, mon professeur, mais il était parmi les élèves, les assez nombreux élèves indiens qui ont suivi l'enseignement de Krishnamacharya directement. Donc il y a plein de choses intéressantes dedans. Je vous le recommande. Si vous voulez vous familiariser avec le yoga, mais vous ne trouverez pas nécessairement tout ce que je viens de développer là-dedans. Ça, je vous préviens aussi. C'est un peu différent. Tu peux parler aussi de ton livre à toi, la vidéo? Alors oui, il y a un film. Philippe, qui est le fils de Jocelyne, c'est lui qui a tourné la vidéo qui a été publiée à l'époque. Ça s'appelait l'IFIM, l'Institut français de yoga Méditerranée, mais ils ont fait session par rapport à l'IFI, à l'Institut français de yoga, et maintenant il s'appelle Yosoli. Et donc si ce film, qui est sur une clé USB avec un petit bulletin qui raconte un peu, qui est un peu biographique, on va dire, et philosophique en même temps, si vous voulez l'acheter, je crois que c'est... Il n'y a pas le prix là. Il n'y a pas le prix, c'est 20 je crois. Hein. Oui, c'est ça. 20 € à l'or de Yosoli. Oui, c'est ça, c'est indiqué correctement. Donc ça parle de toi. Ça parle de l'histoire du personnage. C'est ça. Et de comment le personnage a réalisé qu'il était vain de croire d'être un personnage. Voilà. Et il y a le livre du maintenant, qui est le livre que tu as écrit. Et le livre du maintenant, je ne vous le recommande pas. C'est vrai? Il est obsolète? Ce qui est tragique avec un livre, c'est qu'une fois que c'est écrit, on ne peut pas revenir dessus, réellement. Alors, il y a plein de choses que je changerais aujourd'hui. Ouais. Mais bon. Il est là quand même. Ce que je trouve toujours valable dedans, ce sont les poèmes. plus que l'interprétation du Yoga Sutra. Si je devais le réécrire, et c'est peut-être ce que je suis en train de faire d'ailleurs, je les réécrirais autrement. Par contre, les poèmes, non, j'y toucherai pas. Pour la petite histoire, je faisais une formation avec le docteur Richard Moss, qui est un Américain, qui enseigne quelque chose qu'il appelle la psychologie spirituelle. Et tout au début de cette formation, il nous avait dit, vous savez, ça va durer 4 ans, mais à la fin, je vous demanderai à chacun de faire une œuvre originale qui va un petit peu représenter comment vous avez senti l'impact de cet enseignement sur vous.
Et moi, immédiatement, ça m'est venu, je me suis dit, il faut que je fasse une interprétation du Yoga Sutra. Et en fait, sur le moment, ce qui m'est venu sont des poèmes qui sont venus comme ça. Et puis après, j'ai regardé les poèmes et je me suis dit, tiens, mais il y a une relation avec certains sutras. Donc j'ai fait un livre en reliant les poèmes à des sutras. Et puis après, je me suis dit, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où le Yoga Sutra peut être lié à un passage de la Bhagavad Gita, ou ce que dit Rumi, ou ce que dit Krishnamurti. Donc finalement, cet aspect-là, je trouve, il est toujours valable. Le côté mise en relation de poèmes, d'enseignements venus d'autres sources que le Yoga Sutra pour étoffer le Yoga Sutra, parce que le Yoga Sutra, c'est un peu sec. Il manque de la chair. Donc ça donne de la chair au Yoga Sutra, ça permet peut-être de le rendre plus digeste pour les gens qui n'ont jamais ouvert ce livre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions après tout ça? À part monsieur qui en a eu déjà, et je le remercie. Et madame aussi. Je le remercie beaucoup parce que les questions, c'est toujours intéressant. Surtout si vous avez des objections, des critiques. Oui. J'aimerais que... Est-ce que tu pourrais développer un peu plus la différence entre le maintenant et le présent? À développer la différence entre le maintenant et le présent. J'ai dit l'instant présent. Parce que le présent, déjà, ça veut dire un cadeau. Le présent du yoga. C'est pas du temps, c'est un cadeau. Mais l'instant présent, Patanjali en parle dans la fin, c'est du 4e chapitre si je ne m'abuse. Je vérifie quand même pour ne pas dire des bêtises. Il dit que l'observation du moment, donc de l'instant qu'on appelle le moment présent, et de ses enchaînements, c'est-à-dire ce qui vient avant et ce qui vient après, donc le passé et le futur. Non, c'est dans le 3e. Ah si, c'est ça. Non, c'est dans le 3e, fin du 3e. Kshana tat kramayoro samyamat viveka jam jnanam. Quand on est capable d'observer attentivement ce que serait l'instant présent et ses paliers, krama, c'est-à-dire palier, c'est-à-dire on croit saisir l'instant présent, c'est déjà passé. Et donc, voir cet enchaînement tellement fugitif qu'on ne peut pas vraiment le réaliser, sauf peut-être dans des états d'intense attention qu'on appelle la méditation, le fait de pouvoir observer cet enchaînement très fugitif d'instants conduit à la naissance de ce qu'on appelle le viveka, la faculté de distinguer entre ce qui n'est pas soi et qu'on croyait être soi et ce qui est vraiment soi. Viveka jam jnanam, la connaissance née du discernement, c'est la connaissance qui permet de voir je ne suis pas ce personnage que je croyais être, mais je suis bien la conscience qui à chaque instant voit gesticuler ce personnage, aussi bien en tant que personnage physique qui bouge à l'extérieur dans le monde, que ce personnage psychologique qui bouge à l'intérieur et qui ne cesse de s'évertuer, de comprendre qui il est et de vouloir changer qui il est, et comme disait monsieur, de vouloir être autre qu'il est pour être davantage comme Donald Trump ou tout autre modèle qui vous sied. Donc, la différence que je fais entre maintenant et l'instant présent, c'est que le maintenant, c'est l'éternel, c'est l'immuable, c'est ce qui est hors du temps. Et fermons les yeux
Et prenons conscience de quelque chose de très simple, la sensation que vous éprouvez maintenant dans votre paume de la main droite. Quelques instants suffisent si vous le faites vraiment. Est-ce que vous étiez conscient du temps? C'est 3 secondes suffisent, hein. Pas besoin de le faire pendant des heures. À partir du moment où votre attention est totalement sur quelque chose, par exemple la sensation de la paume de la main, la notion du temps s'évanouit. Pour qu'il y ait la notion du temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, qui bouge, il faut qu'il y ait des sensations différentes qui attirent votre attention. Alors là, tout d'un coup, vous devenez conscient du temps qui s'écoule. Mais la pure attention, qui est de la même nature que la conscience d'où émane la pure attention, est libre du temps et nous libère du temps. Ça ne dure pas. Et pour le réveiller à la stabilité. Donc toute cette réflexion là par rapport à ce que tu disais sur la stabilité. La stabilité. C'est la faculté d'observer tous ces mouvements autour de soi, y compris à l'intérieur de soi, qui observe notre forme et notre fonction et tout ça. Hein. Voilà, c'est de revenir. Alors je vais utiliser la formule de Philippe que je trouve excellente. C'est revenir derrière ses yeux. C'est-à-dire redevenir cette présence qui, à la fois, est consciente de tout ce qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler le monde intérieur et de tout ce qui se passe aussi dans le monde extérieur. C'est un mouvement de retour à quelque chose qui est de la nature d'une présence attentive, mais cette présence attentive n'est pas celle du chasseur-cueilleur, qui est présent pour obtenir quelque chose. C'est quelque chose de la nature d'une détente, pas d'une crispation. Parce que si je me dis, et ça moi je l'ai fait pendant des années, hein, ayant écouté Krishnamurti beaucoup, et l'insistance qu'il mettait sur le fait d'être attentif, awareness en anglais, je m'efforçais d'être attentif. Dès qu'on s'efforce d'être attentif, on est dans la tension, on n'est pas dans l'attention. On est dans la tension et pas dans l'attention. L'attention est sans effort. L'attention est un relâchement. L'attention est une ouverture, pas une crispation. L'attention n'est pas de la concentration. Donc c'est cette présence-là qui est importante. Le fait de finalement avoir réalisé que c'est la seule chose qui nous appartienne vraiment. Soit on reste dans la crispation, on veut atteindre quelque chose, soit on a réalisé, et c'est ça le vrai non-attachement, qu'on ne peut rien atteindre par le désir, par la volonté, mais simplement par se détendre et être présence, plutôt que être présent, être présence, parce que c'est notre vraie nature. Et là, il n'y a besoin de rien. Sinon qu'une chose, parce que évidemment on le perd. Le conditionnement est très fort. L'histoire d'humanité pèse sur les épaules de chacun d'entre nous. L'histoire de l'animalité pèse sur les épaules de chacun d'entre nous. L'histoire de la vie pèse sur les épaules de chacun d'entre nous. L'histoire de l'univers pèse sur les épaules de chacun d'entre nous. Donc c'est beaucoup de poids à porter. Donc ça revient. Donc il faut se souvenir de revenir derrière ses yeux et d'être simplement là, présent. C'est ce que le yoga, ou même le Sankhya appelle, l'appelle le témoin, Shakshin. Le yoga l'appelle ceux-là qui voient, Drashtra. Ceux-là en nous qui voient, ceux-là en nous qui est témoin, ceux-là en nous qui est présence. Revenir à ça. Ça ne demande rien d'autre que se souvenir de revenir à ça. Mais il faut y revenir. Parce que ça s'oublie. Ça se perd. Mais si on a compris, ça se retrouve. Et à un moment peut-être,
c'est acquis pour de bon. C'est ce que les hindous appellent moksha, la libération. C'est celui qui est constamment sans attente et sans attention, sans intention. C'est cela qui est sans attente et sans intention. Ouais. Cela, je dis plutôt que celui ou celle, Oui. parce que c'est pas sexué. C'est pour ça qu'en Inde, le terme utilisé Brahman, c'est neutre, c'est ni masculin ni féminin. Mais est-ce que c'est pas aussi pour désigner un état? Et cet état, justement, il n'est pas gendré, parce que c'est un état qui est omniprésent, regarde, omniscient. La colère, quelle émotion, aidez-moi. En français, on gendre les émotions, mais dans presque toutes les langues. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les langues. Hein. C'est-à-dire qu'on a une tendance à attribuer un sexe aux émotions, un genre. Et en français, il n'y a pas le neutre, ça n'existe pas. Il y a le masculin et le féminin, il n'y a pas de neutre. Grammaticalement, je ne crois pas. Non. Comment? Il y a le on. Oui, le on, qui est très décrié d'ailleurs. Ne dis pas on, dis-toi ou dis-tu, mais ne dis pas on. Ça veut dire quoi, on? Mais il n'y a pas la catégorie neutre comme il y a en sanskrit pour dire que ça échappe à la polarité, justement au dvandva, au paire d'opposés. Ce qui est au-delà des polarités, de la division construit à partir du moment où Adam et Ève ont goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire où il y a eu détermination d'une chose par rapport à une autre. Le neutre, comme l'espace, ne distingue pas le bien du mal, le haut du bas, le grand du petit. Et ça, c'est une catégorie conceptuelle qui a été acquise dans la tradition judéo-chrétienne par le péché originel. Le fait que l'être humain ait voulu goûter et réussi à goûter au fruit qui permet de distinguer une chose d'une autre. C'est quand même intéressant aussi dans cette mythologie-là de voir que on retrouve cette notion-là du danger, mais en même temps de la nécessité, hein, dans la vie incarnée. Donc, est-ce qu'on peut vivre sa vie incarnée en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que parent, en tant qu'enfant, tout en gardant la neutralité bienveillante du témoin éternel qui, comme un spectateur d'un film, regarde se dérouler les images et voit même un personnage qui sait être le moi en tant que fonction dans la société se débattre, tout en restant dans la position du témoin neutre qui observe et qui finalement, d'une certaine manière, est le jouisseur ultime de tout ce qui se produit, y compris de la souffrance. Parce qu'après tout, je pense qu'aucun d'entre vous n'a refusé d'aller un jour voir un film où le déroulement est tragique, où le sang coule partout. On ne va pas tous voir seulement des films à l'eau de rose. On aime bien être un peu titillé par le fantastique, ce qui a de l'excitation, etc. En tant que spectateur, tant qu'on n'est que spectateur, on trouve ça très, très, très séduisant de voir un film où il y a plein de choses qui se passent qu'on éprouverait avec horreur dans la vie réelle si on avait à y être présent ou être témoin de cela. Mais en tant que spectateur, on a une position tout à fait différente. On peut jouir de quelque chose sans être, partie prenante dans l'histoire. Ça ressemble un peu à une invitation à rien faire, hein, non? Ça ressemble un peu à quoi? À une invitation à ne rien faire, à inaction. Ah non, le personnage, comme le dit la Bhagavad Gita, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'agir. Le corps a faim, le corps a soif, le corps a sommeil, le corps a froid, le corps a chaud.
Donc le véhicule réclame de l'entretien. Il dit, tu as oublié de m'amener chez le mécanicien. J'ai une courroie qui est en train de se relâcher, il faut changer la courroie. Le corps, hein, il est en train de parler. Donc, tu es en tant que personnage, en tant que corps, esprit, corps, pensée, corps, psyché, l'inaction est impossible. Mais la vraie inaction ne se situe pas au niveau du véhicule. Il se situe au niveau de la conscience qui voit le véhicule se déplacer sur l'autoroute ou sur les routes secondaires, ou qui voit le véhicule rentrer au garage ou tomber en panne. Et c'est ça qu'on cherche à découvrir à travers le yoga. C'est cette position-là. Le véhicule il va continuer à courir, hein, à galoper ou à rouler à 20 à l'heure, peu importe. J'ai pensé plutôt à la cité. À la cité. À la cité. Tu peux dire plus qu'est-ce que tu veux dire? À la cité, ce qu'on fait dans la société. Ah oui, la cité dans le sens la société. Bien sûr, tu ne peux pas ne pas agir au sein de la société. La société te pousse à l'action en tant que véhicule. Mais tu es soit persuadé d'être le passager, le conducteur du véhicule, qui va choisir d'aller plutôt dans cette direction ou dans celle-là, de freiner ou d'accélérer, etc. Ou tu vas réaliser que le véhicule, la société et le conducteur du véhicule, c'est un film. Et que toi, tu es le spectateur du film. Mais c'est un peu difficile quand même d'agir de façon enthousiaste, je veux dire, tout en pensant que de toute façon on ne changera rien du tout à rien. C'est ce que j'ai dit dès le départ. On n'a pas la prétention de pouvoir changer le monde en yoga. Non mais le on problème, a c'est que... là où on en est, il va falloir. Hein. Comment? Là où on en est, il va falloir quand même. Hein. Ce qui doit advenir adviendra. Ouais. Non mais ça, voilà, c'est un peu la critique que je peux avoir. Hein. Imaginez, alors je dirais, moi je dirais relis Pascal. Comment ça s'appelle le passage de Pascal que tu nous as lu? Tu te souviens? Ah, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est... Oui. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Bon, peut-être qu'il y a d'autres philosophes avant qui l'ont dit, mais si on contemple vraiment avec sérieux, et on peut le faire avec encore plus d'amplitude aujourd'hui qu'au temps de Pascal, de la taille de l'infiniment grand de l'univers et de la taille de l'infiniment petit dont on n'arrive pas à arriver à la limite, ni dans le grand ni dans le petit, l'histoire humaine, mais c'est même pas une graine de chia. Par contre, je trouve ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que justement le fait que quand on agit, de savoir qu'on est bien peu de choses par rapport à tout ça, et de ne pas être perturbé ou détruit par ça, là c'est intéressant. Ben oui, c'est tout le propos. C'est tout le propos. Moi, je veux bien que tu ailles essayer de persuader Trump de changer sa politique. Hein. Tu peux toujours essayer. Mais alors, tant qu'à faire, va aussi en Israël pour demander à Netanyahou d'arrêter de faire ce qu'il fait. Et puis, Dieu merci, Bachar el-Assad, il est à Moscou, mais attention, il peut revenir. Attention, heureusement quand même qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, hein, quand même. Non, ça s'est fait. Personne n'aurait pu dire, tiens, Bachar el-Assad, il va sauter. Le petit groupe d'islamistes à Idlib, ils vont réussir à reconquérir toute la Syrie. Personne, pas même les politiciens les plus aguerris, n'ont vu ça venir, vraiment. Donc, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Est-ce que une vague de l'océan peut dire, je vais changer la nature de l'océan et faire en sorte que l'océan il soit différent? Là, il est furieux. Je vais lui trouver une manière d'être beaucoup plus paisible. Non, la vague de l'océan, elle est mue par l'océan. Alors, qu'est-ce que l'océan dans le cas de l'image en question? C'est certainement aucun d'entre nous, et c'est même pas l'humanité tout entière, et c'est probablement quelque chose qui nous dépassera toujours et qui restera toujours de la nature d'un mystère. Donc, laissons le mystère agir. Prétendre qu'on peut agir à la place du mystère, c'est la folie humaine. Non, je ne vais pas jusque-là. Hein.
Tant mieux. Sur des petites actions, je veux dire. Je vois pas cette prétention. Bon, en tout cas, merci. S'il y a d'autres questions, je suis toujours là, hein, mais il commence à se faire tard. Merci beaucoup. Combien de temps ça devait durer? Autant de temps qu'on souhaite. Éternellement. C'est ça. Hors du temps. Maintenant. Maintenant. Bon, ben alors, continuons. Moi, je suis toujours partant si vous avez des questions, sinon, j'ai plus rien à dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, en fait? Oui. Bon. Ah, une main qui se lève, une voix qui s'élève. Je comprends sa réaction de dire par rapport au changement climatique, tout ça, et Ah, de dire oui, mais on a quand même envie de faire quelque chose à ce moment. ah, mais tu fais quelque chose. Moi, je suis en train d'essayer de faire, si j'arrive à convaincre Jocelyne, j'essaye de faire une serre Walipini. Vous connaissez ça? Ah, je vais faire des adeptes. C'est un Suisse qui est allé au Pérou et qui a voulu aider les paysans du Pérou qui cultivent avec beaucoup de difficultés dans un climat extrêmement froid. Donc, il leur a proposé de faire une serre en creusant le sol à 2 mètres de profondeur, en excavant toute la terre, en mettant la terre arable au sud et la terre non arable au nord, et à partir du monticule formé par la terre non arable avec un poteau central et 1 ou 2 poteaux de soutènement, et simplement du plastique, de créer une serre où la température reste stable toute l'année, parce que comme c'est en profondeur et que vous le savez, la terre, elle garde une température à peu près égale l'été et l'hiver, eh bien on a une serre où on peut cultiver toute l'année, qu'il fasse trop chaud ou qu'il fasse trop froid. Voilà quelque chose qu'on peut faire pour le climat. Mais ça ne va pas changer, ça va pas changer la globalité du problème. Ça va juste satisfaire la personne qui le fait en se disant, tiens, je fais une serre, je vais avoir des légumes et je dépense 0 carburant ou électricité. C'est le soleil et la terre qui jouent le jeu de permettre de cultiver des légumes sans apport d'énergie extérieure. Bien sûr qu'on peut faire ces choses-là, c'est très amusant. C'est très réjouissant, moi ça me fait plaisir de faire ça, mais je sais très bien que si on doit aller vers la catastrophe de plus 4 degrés, plus 5 degrés, plus 10 degrés, c'est rien de tout ça qui va l'empêcher. C'est pas en notre pouvoir, ni en le pouvoir d'aucun politicien, ou d'aucun économiste, ou d'aucun ingénieur agronome, ou d'aucun être humain. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ça échappe même à l'intelligence de l'être humain. Donc, autant dire, ok, ce qui adviendra, adviendra, mais moi je fais ce que j'ai envie de faire, et dans le sens où mon intelligence me dit qu'il est juste de le faire. Ça n'empêche pas d'agir. Allez-y, sauvez-nous. Sauvez-nous. Peut-être qu'à nous tous, on va y arriver, hein, qui sait. Mais faites-le en jouant, en sachant qu'il y a autant de chances que ça ne marche pas que de chances que ça marche. Probablement plus de chances que ça ne marche pas. Mais peu importe, vous vous serez fait non seulement plaisir, mais vous serez allé dans le bon sens par rapport à tous les gens qui vont droit dans le mur et qui contribuent à aller droit dans le mur. Si vous le voyez comme ça, eh bien, vous le faites, et peu importe les conséquences, le plaisir, la joie de le faire, c'est votre récompense, maintenant. Tandis que l'idée que vous allez changer le monde, que vous allez pouvoir... là, vous êtes dans la galère jusqu'à la fin de vos jours. L'utopie, l'idéalisme, il n'y a rien de pire pour la santé mentale. La santé mentale, la santé mentale, ça existe aussi. Et le mental, on y a rajouté, il n'y a pas si longtemps, santé mentale. Oui. C'est aussi une association un petit peu bizarre. Et on fait des secouristes en santé mentale. Oui, mais bon, pour ça, il faudrait que la société soit saine mentalement. Alors que les critères
de mauvaise santé mentale sont définis par des gens qui appartiennent à une société complètement déséquilibrée et déséquilibrante, avec des, des visions de la réalité et du sens de la vie qui sont partis complètement de travers. Donc voilà, c'est mal barré, la santé mentale. Soyez sain mentalement, oui, mais prétendre amener la santé mentale dans la société qui est complètement sans dessus-dessous, c'est une ambition démesurée. Soyez sain mentalement vous-même, c'est ce que propose le yoga, commencez par vous-même. Le reste ne vous appartient pas. Rendez à César ce qui appartient à César, quelqu'un l'a dit ça aussi. C'est très vrai. César, c'est tout ce qui se produit dans le monde, par les gens du monde qui ne voient que le bout de leur nez, c'est-à-dire qui n'ont aucune vision étendue de la réalité et qui ont une intelligence limitée pour répondre à leurs besoins immédiats, lesquels sont conditionnés par leur histoire et limités par leurs blessures. Et voilà, et on ne pourra pas changer ça, il me semble. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté toutes ces paroles. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour